Bienvenue à Bibliothèque Médicis. Cette fois, une émission toute particulière à la veille du 10 mai, c'est-à-dire le jour de la commémoration de l'abolition, au moins officielle, de l'esclavage. La bataille pour les droits de l'homme n'est jamais achevée. Aujourd'hui, 46 millions d'êtres humains sont utilisés et traités comme des esclaves, dispersés à travers le monde, oubliés et même négligés par tant d'entre nous. L'humanité a toujours utilisé des esclaves. Les Blancs eux-mêmes n'y ont pas échappé, mais ils sont restés minoritaires. Il y avait les Égyptiens, les Grecs, les Romains, les Arabo-musulmans y ont leur part dans l'esclavage, surtout des esclaves noirs. Oui. Mais tout le monde en a profité, oui, tout le monde. Oui. Et tous les écrivains ou les historiens qui ont écrit sur l'esclavage, notre ami Olivier Grenouillot, qui est venu souvent ici, qui publie des livres remarquables et précis, Christian de la Campagne, Malek Chebel, notre autre ami, explique que là aussi, on trouve, où se trouvent les germes du racisme et de la xénophobie. Et c'est pour ça que vous avez raison, à travers la musique, de les condamner. C'est dans tous les endroits où l'esclavage a été très fort, quand l'esclavage a été supprimé, ça donnait une réaction de racisme extrêmement forte, toujours. Et c'est ça qui explique certains racismes de certaines régions de l'Amérique du Nord où l'esclavage était très fort, et quand l'esclavage a été supprimé par force, le racisme a pris la voie. Il faut bien rappeler ce que vous dites vous-même, ce n'est pas fini, le problème n'est pas réglé. Vous citez vous-même l'index mondial de l'esclavage qui rappelle à nos consciences apaisées qu'aujourd'hui, 46 millions d'hommes, de femmes, d'enfants vivent sous la férule de maîtres esclavagistes. Où, vous savez? Pakistan, Inde, dans les pays de l'Asie orientale, aussi dans la Russie, aussi dans les pays arabes, et aussi en Afrique, bien sûr. Aujourd'hui, vous pouvez acheter, dans certains pays arabes, pour $50, vous pouvez acheter un esclave. Oui, ce qui est terrible. Et nous ne parlons pas de l'esclavage qui est en ce moment en Libye, des Africains. On va en parler avec Tidiane Ndiaye. Et la cause que vous défendez, vous, Jordi Savall, elle est aujourd'hui utile. Vous conseillez d'agir et d'être présent. Et vous croyez, malgré tout, j'ai envie de dire, à la paix universelle. Et vous voulez l'amour et l'amitié, etc. C'est un rêve d'un idéaliste, là, non? Non, je crois que l'homme est fondamentalement un être humain bon. Il y a seulement des questions qu'il faut savoir quand même. Seulement l'éducation peut faire que les gens deviennent des êtres humains. Pas forcément, regardez les nazis. Oui, ils étaient très éduqués. Bien sûr. Et c'était parmi les plus grands tortionnaires ou responsables de la Shoah ou de la Shoah par balle. Bien sûr. Il faut faire attention. Mais d'abord, la lutte contre l'ignorance et le racisme. Alors, les Arabes, ils ont enrichi les civilisations de toute leur création, leur invention et leurs conquêtes, qui ont été souvent payées cher. Jordi Savall, vous avez été marqué par la traite transatlantique. Nous aussi, nous le sommes. Elle a duré 4 siècles. Mais c'est pendant 14 siècles sans interruption, que les Arabes ont rasié l'Afrique tout entière et surtout l'Afrique du Sud-Sahara. Et c'est pourquoi je suis heureux d'accueillir Tidiane Ndiaye, j'en parle depuis longtemps. Il vient du Sénégal, c'est pour l'émission et pour vous rencontrer tous les deux. Merci d'être là, Tidiane. Bonjour, plaisir. Jordi Savall. Un plaisir. Voilà. Enchanté. L'homme qui met l'histoire en musique, c'est ça. Voilà. Et les drames et les tragédies. Les négriers arabes avaient mis l'Afrique à feu et à sang, avez-vous écrit. Alors bonjour, et vous allez nous dire à quelle époque. L'esclavage est une tare d'abord de tous les temps et de tous les lieux, ça vous le montrez bien. Hein. D'abord c'était chez les Grecs, les Égyptiens. Quand j'ai commencé à m'intéresser à cette triste page de l'histoire, comme vous le dites, j'ai voulu planter le décor pour expliquer d'abord que c'est après avoir publié 3 ouvrages sur la traite transatlantique que je me suis intéressé à la traite négrière arabo-musulmane. Non sans rappeler que l'exploitation de l'homme par l'homme, la domination de l'homme par l'homme est l'une des caractéristiques fondamentales de l'histoire de l'humanité. Il se trouve que l'esclavage est tout simplement l'un des aspects les plus marquants.
Chez les Grecs, par exemple, grâce à Théophraste, nous savons qu'à Athènes, il était pratiquement déshonorant de ne pas posséder d'esclaves parmi ses serviteurs. Les Romains l'ont pratiqué aussi en grand. Il y aura jusqu'à 3 millions d'esclaves à Rome, en Italie. Et vous rappelez que l'esclavage fut béni et légalisé par Saint Paul, Saint Augustin et par Aristote. Ce qui explique qu'il y aura jusqu'à 3 millions d'esclaves en Italie, soit 30% de la population. Mais dans une période plus récente, les Slaves, c'est-à-dire ce nom que les Arabes donnaient aux esclaves blancs, d'où est venu le mot esclave, d'ailleurs, slave. Ils étaient très nombreux sur les marchés jusqu'à la prise de Constantinople par les Turcs. Ça a duré, ils ont toute l'époque carolingienne, sous les monarques saxons Henri Loiseleur et Othon Ier. Parce que ce sont les Marseillais, les Vénitiens qui allaient les raser dans les régions d'Europe centrale et d'Europe de l'Est pour aller les vendre aux Arabes. Donc c'est pas Attendez, vous allez voir la progression. La progression. Il a fallu l'émergence d'États militairement puissants en Europe de l'Ouest et l'arrêt de l'expansion islamique aux Pyrénées pour que ça s'arrête. Et par la suite, c'est du fait de ce déficit en esclaves blancs que les arabo-musulmans vont se tourner massivement vers les peuples d'Afrique. Donc les arabo-musulmans n'ont pas inventé les traites des Noirs, mais ils lui ont donné toutes, et c'est votre certitude historique, ils lui ont donné toute leur ampleur. Est-ce qu'on sait, on a parlé tout à l'heure de chiffres, pour avoir une idée. Jordi disait tout à l'heure 25-30 millions les traites transatlantiques. Est-ce que d'abord c'est ça? Non, ce sont des chiffres. Vous savez, Jordi. Il y a beaucoup de chiffres fantaisistes qui ont été avancés. Les derniers chiffres des historiens. Les navires qui transportaient des captifs africains vers le Nouveau Monde tenaient une sorte de comptabilité, de statistiques. Alors, quand on veut travailler sur une source, il faudrait pouvoir croiser ce genre de variables qui sont déjà écrites. Alors, pour ce qui est de la traite transatlantique, j'ai fait une synthèse des travaux existants. Alors là, on se trouve dans une fourchette entre 9,6 millions et 11 millions de captifs arrivés à bon port. Et ça veut dire qu'il y a des morts aussi. Attendez, je parlais de dégâts collatéraux. À savoir que pour un captif arrivé à bon port, il faut compter 3 morts du fait des guerres d'approvisionnement, des incendies des villages, des incendies des greniers, plus les épidémies qui ont suivi. Donc on rejoint le chiffre que donne Jordi Sabat. Et alors, la traite arabe... Il y a une chose qu'il faut se rappeler, tout ça, ça n'était pas possible sans l'aide des mêmes Africains. Oui, ça, on le dit. Ils ont la plupart des rabatteurs qui livraient les captifs noirs aux négriers étaient aussi des Noirs. Il le dit. Si les razzias n'étaient pas faites par les négriers étrangers, il y avait tout un ramassis de renégats qui rasiaient les villages pour... Résultat... Il y avait des champs dans le Congo, des choses qui gardaient les esclaves et concentrés pour les fournir quand les bateaux arrivaient. Et alors la traite négrière arabo-musulmane, c'est 13 siècles ou 14 siècles et combien? Là, c'est autre chose. Là, nous parlions de la transatlantique. Oui, Atlantique, mais avant, 7e siècle et peut-être maintenant 14e. Et ça continue. Alors combien? Jamais arrêté. Alors là, rien que j'ai dû croiser des variables. D'abord, à partir, parce que vous savez que ce n'est pas les mêmes sources. Tout à l'heure, nous disions que sur la traite transatlantique, il y avait une comptabilité tenue par des bateaux, etc. Alors que dans la traite négrière arabo-musulmane, j'ai dû croiser des variables, comme des témoignages directs d'explorateurs, Stanley, comme le docteur Livingstone, Monseigneur Lavisuet, et aussi les témoignages de marchands d'esclaves, des Arabes qui opéraient à partir des centres de fabrication de nuque. Alors là, les chiffres sont exorbitants. Rien que pour le Sahara, on estime que 9 millions de captifs africains ont été transportés dans des conditions particulièrement inhumaines, dont 2 millions sont restés en marge du désert. Ça, c'est la traite transaérienne. Ce qu'on appelle la traite orientale, c'est-à-dire celle qui se déroulait dans les régions proches de la mer Rouge et de l'océan Indien, on évalue à 8 millions le nombre de victimes. Donc, dans l'estimation haute, on arrive à 17 millions de captifs africains morts, castrés ou déportés par les Arabes. Alors justement, comment ils procédaient, ces chasseurs d'hommes? Quelles étaient leurs techniques de chasse? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Racontez. Il faut savoir que, par exemple, l'une des civilisations africaines qui a été détruite par les arabo-musulmans, c'est l'Empire de Ghana. La première incursion en grand des troupes arabes
ça a été le saccage de Kumbi-Salé, la capitale de l'Empire de Ghana. Donc, pour la première fois, ils ont pénétré presque jusqu'à l'intérieur. Et par la suite, ils sont revenus avec de l'or, c'est sûr, ce qui les intéressait, mais avec beaucoup d'esclaves. C'est ainsi que la traite en grand a pu être organisée parce qu'ils connaissaient avec leurs auxiliaires, c'est-à-dire les Maghrébins, qui ne sont pas des Arabes. En fait, beaucoup sont des Berbères. Mais la traite arabe a eu comme, si vous voulez, collaborateurs, des complices du nord de l'Afrique, mais de l'intérieur de l'Afrique aussi. Oui, oui. Alors, il y a des massacres dans les villages. Ensuite, ils enchaînaient les survivants. Ils faisaient des caravanes. Ils leur faisaient traverser tout le désert. Et vous citez des auteurs et des explorateurs occidentaux qui disaient on voit la trace à travers avec des cadavres les cadavres, voilà. Le sable a recouvert aujourd'hui, oui. D'où l'impossibilité de réclamer, de parler de réparation, etc. Donc j'ai dû aller chercher des sources un peu plus loin pour pouvoir en parler. Mais vous citez aussi des résistances. Il y a eu deux types de résistances. À un moment, les femmes de tous les milieux, de tous âges, qui ont livré bataille contre ces conquérants ou ces envahisseurs enturbannés. Tout dépend des régions aussi. Par exemple, au sud, vous avez un grand résistant comme Shaka Zulu qui avait mis en place une redoutable arme guerrière qui a obligé les Anglais à rester armés aux pieds et qui a empêché, qui a découragé les Arabes, du moins leur première tentative par le sud a échoué. Parce que la mouche zézé, du fait de la mouche zézé qui tue les chevaux. Donc la deuxième seulement qui a réussi, c'est-à-dire à partir de l'invasion arabe de l'Égypte au 7e siècle, au cours de la première expansion islamique. Donc les femmes ont résisté, mais elles ont perdu, et elles ont été massacrées. Et vous m'avez raconté même, et vous ça, le dites, ce sont les femmes d'Ender. Mais je veux dire elles ont préféré le suicide face aux morts qui voulaient forcément les enchaîner. Elles ont préféré la mort à l'esclavage. C'est le cas de leur rendre hommage. Ça s'appelle les femmes d'Ender. Voilà. J'aurais aimé que l'histoire n'oublie jamais leur nom. Les femmes. Et là, on leur rend hommage. Et vous rappelez que, puisque souvent ça s'est fait avec le Coran, le prophète Mahomet disait dans un de ces hadiths que vous citez, le pire des hommes est celui qui vend des hommes. Mais pourtant, ils en ont vendu. Le problème est que toutes les religions monothéistes ont hérité de l'esclavage. Certains ont géré comme ils voulaient. La controverse de Valladolid, je crois que l'Église, là, a été un des acteurs. Là où Bartholoméo de Las Casas a obtenu sans doute l'abolition de l'esclavage des Indiens, mais c'est les nègres qui en ont fait les frais par la suite. Alors, pour ce qui est de l'islam aussi, le prophète Mohammed a hérité de l'esclavage. Bon, l'histoire nous rapporte qu'il possédait des esclaves lui-même, mais il recommandait un traitement. Mais c'est cela l'islam. L'esclavage n'est pas du fait de l'islam, mais l'islam légifère sans jamais remettre en question. Mais nous, au XVIIIe siècle, les Voltaire, Diderot, tous ceux dont on parlait tout à l'heure du siècle des Lumières, ont condamné, mais certains, Voltaire possédait des esclaves. Ils l'ont pratiqué, quelque chose, ils avaient des esclaves. Jean-Jacques Rousseau, dans le contrat social, l'a dénoncé, l'abbé Pierre, mais Voltaire et d'autres possédaient des esclaves. Vous savez que c'est presque un scandale de dire les arabo-musulmans ont tué plus que les Occidentaux. Les deux doivent être condamnés définitivement. C'est la réalité, parce que je veux bien qu'on parle de commémoration, mais on braque toujours les projecteurs sur la traite transatlantique, alors que la traite négrière arabo-musulmane a été la plus longue des calamités dans l'histoire de l'humanité, puisqu'elle a duré plus de 13 siècles sans interruption. Elle a opéré une ponction humaine qui est largement Mais ça, on ne le dit pas. Longtemps, c'était un scandale de le dire. Oui. Là, Jean-Pierre, vous faites de la provocation. Oui, c'est aussi mon rôle. Mais ce qui est intéressant à travers vous et en même temps votre livre qui a fait des petits, on voit que les intellectuels africains commencent à se libérer de ce que vous avez appelé, ce qu'il appelait le syndrome de Stockholm. Ils sont presque timides devant leur bourreau. Maintenant, ils ouvrent la parole et on espère qu'ils vont presque gueuler. Mais vous vous rendez compte que ça crée presque un scandale de montrer le calvaire des Noirs par des Noirs et par les Arabes. C'est toujours cette histoire de solidarité religieuse. L'Afrique compte aujourd'hui entre 400 et 500 millions de musulmans. On dirait que les descendants des victimes n'ont pas envie d'accuser les descendants des bourreaux. Pourquoi vous le faites, et tout ce beau monde s'arrange sur le dos de l'Occident. Il y a partout un peu, quelquefois, un besoin de ne pas remuer trop les choses.
Il ne faut pas les remuer, mais dans certains cas, oui. Parce que vous dites les routes de l'esclavage, 1444, mais pendant ce temps-là, depuis le 7e siècle, d'après ce qu'on raconte lui et les Africains, on a zigouillé, rasié et on va voir massacré. Je me suis concentré sur la traite atlantique. Oui, l'Atlantique. Mais on parle dans le livre aussi justement, de la traite vous le faites. Quelle est votre légitimité? Parce que vous êtes noir, vous pouvez le faire. Non, je pense qu'un chercheur, peut-être certains m'associeront forcément. Par rapport à mon collègue, le professeur Petro Grenouillot, je peux passer pour être plus crédible, puisque je suis noir, ça se voit, je ne peux pas le cacher. Vous ne voulez pas le cacher d'ailleurs. Je suis africain et musulman. Pour un chercheur objectif, je pense qu'on ne pourrait pas m'accuser de vouloir atténuer un peu, ou plutôt laver la mémoire des Occidentaux, ni non plus viser directement les Arabo-musulmans. Non, j'ai fait un travail de chercheur. Je me suis efforcé d'être le plus objectif possible pour ouvrir un débat. Alors, et vous écrivez que c'est la colonisation des Européens qui a vraiment mis fin à la traite arabo-musulmane. Ça, c'est encore un paradoxe qui doit valoir des cris scandaleux. Non, c'est-à-dire que de manière empirique, on ne peut pas véritablement juger la colonisation, toute l'époque de la colonisation, par rapport à un ou deux événements ou des événements isolés. En revanche, cet événement-là, isolé, est très important. C'est bien la colonisation européenne, anglaise et française, plus française qu'anglaise, puisque en France, ils ont joué le jeu. Il y a eu même des villages de liberté qui étaient créés par le colonel Archinard. Alors que de l'autre côté, les Anglais laissaient passer en fait les bouts, parce qu'ils avaient peur de se fâcher avec les Arabes qui auraient pu leur couper la route des Indes. Vous voyez, c'est un peu plus ambigu. Alors pourquoi cette hostilité dont vous dites qu'elle reste actuelle du monde, regardez ce qu'il dit, arabo-musulman à l'égard des Noirs, qui sont ou seraient, je ferai attention, qui seraient considérés comme des êtres inférieurs? Parce que vous l'avez un peu expliqué en partie. Parce qu'au moment de la traite négrière transatlantique, des voix puissantes s'étaient élevées. On a cité tout à l'heure Jean-Jacques Rousseau, dans le contrat social, l'abbé Grégoire, Montesquieu, etc. Mais dans le monde arabo-musulman, on ne trouve pas trace de ce genre de protestation. À savoir que des érudits très respectés comme Ibn Khaldoun, qui était le savant arabe le plus connu du XIVe siècle, cet homme avançait l'idée selon laquelle les seuls peuples adaptés à l'esclavage sont les nègres, en raison d'un degré inférieur d'humanité, et que leur place se situe au stade animal. Alors, devant de telles inepties de Ibn Khaldoun et d'autres penseurs de la même mouvance, il ne se trouvait pas une seule voix sérieuse dans le monde arabe pour défendre la cause des Noirs. Parce que les intellectuels, dans leur quasi-totalité, étaient marginalisés sur la question et avaient abdiqué face aux obscurantistes et aux doctrinaires de la foi. Non, il ne faut pas oublier qu'Aristote dit que le monde est divisé en deux. Les maîtres et les esclaves. C'était encore à une période beaucoup plus reculée. Tidiane dit que à partir du 8e siècle, le mot arabe qui signifiait esclave était synonyme de noir. Est-ce que c'est vrai, ça? Je crois, franchement, quand j'expliquais tout à l'heure que dans l'inconscient collectif, j'ai donné les raisons pour lesquelles l'inconscient collectif de ces Arabes est toujours pollué par ces prises de position philosophiques de Ibn Khaldoun et autres qui avaient permis de rationaliser ce trafic et de faire accepter au peuple arabo-musulman les traitements inhumains que subissaient les Noirs. Et cela... comme il n'y a jamais eu de débat, d'accord, ça c'est le passé. Il n'y a jamais eu de débat jusqu'ici, ce qui fait qu'on n'a pas amené ces peuples à prendre conscience de cette sinistre page du passé. Il suffit aujourd'hui d'observer le traitement qui est fait aux Noirs dans les pays du Maghreb ou ailleurs. Lynchage, ratonnade policière, mise à mort. Ils subissent des humiliations et un racisme. Et un racisme quotidien. Vous avez en Libye des réfugiés soudanais qui sont originaires du Darfour. Vous vous rendez compte, ces pauvres, ce qu'ils ont subi là-bas. Et d'autres Soudanais tchadiens. Ils sont égorgés en Libye s'ils ne sont pas vendus dans des marchés. Ça demeure. Ça demeure, où on les vend dans les marchés. Et vous pensez que les migrants, ils sont aussi victimes de négriers dans les trafics de population? Mais bien sûr, mais bien sûr. Et pour conclure, je dirais que toutes ces calamités, ce racisme culturel anti-noir chez les Arabes, ce sont en fait des métastases de l'ignorance.
D'où la nécessité par l'éducation d'amener ces peuples, dès l'école primaire déjà, à essayer Très bien. de retraiter, Je veux ouvrir dire le encore débat. deux choses. Vers où étaient transportés les Noirs à cette époque, entre le 7e et le... Mais la Mais traite parce que- transatlantique, Non, transatlantique, mais avant, vers le Maghreb, le Proche-Orient. la transaérienne passe par l'Égypte. Vous voyez, les pays du Maghreb et l'Égypte. L'autre, l'oriental, qui partait notamment de Zanzibar vers la péninsule arabique. Ouais. Zanzibar, vous dites que ça veut dire le littoral des Noirs, si on le traduit. Alors, on voit ce qu'ils en faisaient quand c'était des femmes, ça, et surtout quand elles étaient belles. Dans les harennes. Elles avaient de la valeur, etc. Les eunuques Alors, gardaient les harennes. vous dites la tragédie des eunuques. Ça, Et- oui, et les eunuques, d'autres- on va les entendre après. C'est dans la tradition chanter ottomane aussi. comme les castrats, Oui. etc. Oui. Mais avant, les eunuques, 8 ans, 12 ans, Et qu'est-ce qu'on leur faisait? Voilà, c'était là où, du moins, ça pouvait être moins dangereux, alors qu'en réalité, l'opération emportait entre 75 et 80% des un patients. supplice. Voilà pourquoi j'ai titré Supplice. cet ouvrage, Le génocide voilé. Parce que là, si on a juste une minute, je pourrais dire que pour la transatlantique, aujourd'hui, il y a 70 millions de descendants ou de métis d'Africains qui peuplent le Nouveau Monde, des États-Unis au Brésil. Donc, il n'y a pas eu de génocide. Passant par, forcément, la volonté de détruire un peuple n'y est pas prouvée. C'est ce qui explique ces chiffres élevés, alors que de l'autre côté, ils servaient au travail, à très la peu, productivité très économique. peu ont réussi à survivre en terre d'Israël. Oui, et dernière chose, quand vous dites les eunuques, etc., vous dites carrément c'est une extinction ethnique programmée par castration. massive. Ouais. Et vous racontez, je ne veux pas entrer dans les détails, mais dans certains cas, chez ces malheureux gamins de 8 à 12 ans, la castration, l'ablation des testicules et la plaie était soignée avec du beurre. Du beurre. Et Bon. c'était des taux de mortalité Un absolument mot encore. effroyables. Il y a à l'Institut du monde arabe, je vais dire, même si je me fais engueuler, à l'Institut du monde arabe, il y a une exposition réussie sur les trésors de l'islam en Afrique. Qu'est-ce que ça vous inspire à vous? Écoutez, nous traitons aujourd'hui des crimes arabo-musulmans qui sont, à mon avis, les pires de l'histoire, plus de 13 siècles sans interruption. Pour ce qui est du côté des atlantistes, la France a été jusqu'à faire voter une loi pour reconnaître l'esclavage comme crime contre l'humanité. De l'autre côté, c'est-à-dire dans les pays islamiques, c'est le silence total, comme si cela n'existait pas. Alors, je veux bien qu'on me parle des merveilles de l'islam en Afrique, mais très franchement, j'aimerais qu'on commence d'abord par régler ce contentieux. Et vous le faites au nom de la justice, de la mémoire, comme disait Jordi Savall, de la vérité et en même temps de la dignité de l'Afrique qui se prend en main elle-même continent d'avenir. Vous, Paris